Ok. À toi. Ouais. Voilà. Bon, alors je vais vous présenter l'introduction de Qu'est-ce que la philosophie de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Tout d'abord, donc on voit que c'est un livre qui est de 1991. Donc c'est une œuvre tardive de Deleuze et Guattari. Donc je vais vous présenter un petit peu l'œuvre de Deleuze et Guattari antérieure, quoi. Donc en fait, en très vite, Deleuze c'est un philosophe qui a travaillé sur l'histoire de la philosophie. Il y a tout un tas de livres sur Nietzsche, Kant. On voit quand même qu'il s'intéresse à la littérature aussi, puisqu'il y a Proust et les signes. Il y a Bergson, etc. Dans sa conception de la philosophie à ce moment-là, il le dit dans une lettre qu'il y a dans Pourparlers, c'est de faire un enfant dans le dos aux philosophes. C'est-à-dire leur faire dire quelque chose qu'ils disent vraiment, mais les pousser plus loin que ce qu'ils voulaient. Mais il dit, c'est Nietzsche qui m'a sorti de tout ça. Dans la même lettre qu'il y a dans Pourparlers, Nietzsche m'a sorti de tout ça parce que, en fait, Nietzsche, c'est lui qui prend à revers le philosophe. Bon, il explique un peu pourquoi, mais je pense que c'est la psychologie des profondeurs de Nietzsche, etc. Enfin, il y a toute une conception chez Nietzsche du philosophe comme idéaliste, comme guidé par la mauvaise conscience, etc. Et donc, voilà, donc ça, il y a un renversement chez Deleuze avec Nietzsche. Alors, Félix Guattari, lui, c'est un... Donc, je pense pas dire de bêtises en disant que c'est un disciple de Lacan, mais un disciple un peu étrange, pas du tout orthodoxe, et qui va proposer un peu ces nouveaux concepts de machine à Lacan, et puis ça va pas dire grand-chose à Lacan. Et en fait, donc, quand il est aussi militant politique dans différentes organisations, il était très engagé dans tout un tas d'organisations. Donc, ils se rencontrent. Et donc ça commence par un échange de lettres. Ils s'échangent beaucoup de lettres, ils discutent, etc. Et il y a tout un livre où il y a les lettres de préparation à l'anti-Oedipe que vous pouvez lire si vous voulez, où Guattari expose ses nouvelles conception de l'inconscient à Deleuze, qui, comme il travaillait déjà avec logique du sens et différence et répétition beaucoup sur l'inconscient, forcément, ça l'intéresse beaucoup. Et donc, ils font l'anti-Oedipe en 72 dans la mouvance de mai 68. Et l'anti-Oedipe, en fait, très vite, c'est une manière de concevoir l'inconscient à partir de la schizophrénie et non de la névrose. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que Freud a conçu l'inconscient à partir de la névrose, et eux veulent le concevoir à partir de la schizophrénie. Pourquoi ? Parce que la névrose, disons, Deleuze dira plus tard dans des entretiens qu'ils sont restés marxistes. Il y a toute une conception dans l'anti-Oedipe de la névrose comme bourgeoise. Donc la schizophrénie qui, elle, est ouverte à un dehors,
que le schizophrène d'ailleurs n'arrive pas du tout à gérer, elle n'est pas dans la famille, dans le triangle papa, maman, moi, de la névrose. Et donc, il reproche à Freud en fait d'avoir refermé la question de la psychanalyse, enfin de l'inconscient, et donc veut la rouvrir. Voilà, ça c'est l'anti-Oedipe. Après, il y a Kafka pour une littérature mineure, qui est donc un livre sur Kafka où en fait ils vont faire ce qu'ils appellent la schizoanalyse avec l'œuvre de Kafka. Bon, je ne l'ai pas lu depuis longtemps, donc je ne pourrais pas trop vous en dire plus. Après, il y a Mille plateaux qui est la suite de l'anti-Oedipe, toujours une conception de l'inconscient. L'idée, c'est donc l'anti-Oedipe et Mille plateaux forment un duo nommé capitalisme et schizophrénie. Donc l'idée, c'est d'utiliser leur conception de l'inconscient pour, toujours dans le mouvement de mai 68, pour continuer le mouvement en fait. Parce qu'on voit qu'en 72 et puis surtout en 80, on voit que le mouvement est en train de s'enliser et donc il y a tout un travail pour réveiller en fait le potentiel révolutionnaire de l'inconscient. Voilà, ça c'est Mille plateaux. Et voilà, qu'est-ce que la philosophie qui arrive comme une œuvre de vieillesse. Et justement, les premiers mots, c'est des mots sur la vieillesse. Ils avaient quel âge, pardon, excuse-moi. Deleuze à ce moment-là a 65 ans et Guattari un peu moins, mais si tu veux, les premiers mots sont peut-être ne peut-on poser la question qu'est-ce que la philosophie, que tard quand vient la vieillesse et l'heure de parler concrètement. C'est la première phrase de l'introduction. Et il faut voir un peu ce texte un peu dans ce qui est là de poignant, quoi. Parce qu'il se demande, mais qu'est-ce que c'était ce que j'ai fait toute ma vie ? Donc tout le monde se pose cette question à un moment ou à un autre, et eux, comme c'est des philosophes, ils se posent cette question de qu'est-ce que la philosophie. Mais c'est assez étrange parce que finalement, se poser la question de qu'est-ce que la philosophie, ça vient vers la fin, le philosophe, même mûr, mais confirmé, doit encore se poser la question de la philosophie. Ce n'est pas un donné à partir duquel on fait de la philosophie, mais une question qu'on trouve quand on a posé déjà beaucoup de questions. Ils disent qu'il faut se faire happer par la question plutôt que la dominer. Et ça, c'est réussi parce qu'on a atteint à une sobriété. Il y a une constante chez Deleuze et Guattari qui est un appel à la sobriété qu'on retrouve dans d'autres œuvres, par exemple Mille plateaux, etc. Il y a des expressions qu'ils empruntent à Henri Miller, se saouler à l'eau pure, ou des choses comme ça. Donc, et c'est aussi dans l'abécédaire, Deleuze dit il compare le philosophe au peintre, et il dit que pour conquérir la couleur, un peintre passe d'abord par des couleurs patates, par des couleurs ternes, et que c'est après, une fois il met longtemps à atteindre la couleur. Et pour le philosophe, voilà, la couleur philosophique,
on met longtemps à l'atteindre. Alors là, il parle donc des œuvres de vieillesse, de la peinture. Alors il y a Turner, littérature, Chateaubriand, cinéma, Ivens, philosophie, la critique du jugement de Kant. Alors, bon, maintenant, on a posé la question qu'est-ce que la philosophie, on s'est fait happer par elle, etc. Bon, enfin, ils disent notre réponse n'a pas varié. Ils le disaient déjà. L'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. Mais il faut, donc ils emploient un terme qui a été inventé par Duns Scott, qui s'appelle équité. Là, je crois pas qu'il l'emploie, mais il l'emploie, par exemple, dans différentes répétitions de équité. C'est donc il ne fallait pas seulement que la réponse recueille la question, il fallait aussi qu'elle détermine une heure, une occasion, des circonstances, des paysages et des personnages, des conditions et des inconnus de la question. Et puis il y a toute la réflexion sur l'heure, parce qu'il y a, je me rappelle, bon j'ai pas lu ce poète, mais un poète qui parle de ces terribles 5 heures du soir. Federico Garcia Lorca. D'accord. Ouais, ben voilà. Et donc il y a une heure, un lieu, une occasion, une équité, une singularité spatio-temporelle, disons, et puis aussi psychologique, etc. Donc c'est vraiment une singularité qui doit permettre de poser cette question. Alors, il y a une phrase que j'ai pas très bien compris. Ils disent « Et l'on s'aperçoit qu'il importe peu d'avoir bien dit ou d'avoir été convaincant, puisque de toute manière, c'est ça maintenant. » Et l'on s'aperçoit qu'il importe peu d'avoir bien dit ou d'avoir été convaincant, parce qu'il se pose cette question, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai été convaincant? Puisque de toute façon, de toute manière, c'est ça maintenant. Eh bien, je ferai une interprétation un peu banale, mais c'est ça maintenant, c'est-à-dire c'est donc dans leur spinozisme, leur nietzschéisme, c'est la question de la nécessité. Les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles sont, ne peuvent pas se dérouler autrement, etc. La volonté, donc les hommes se croient libres parce qu'ils connaissent ils connaissent leur volonté, mais pas les causes de leur volonté, ça c'est Spinoza. Et donc il y a toute la question de l'amor fati, aimer son destin, qui est un thème nietzschéen qui est très intéressant et qui est une question, chez Nietzsche, c'est un rapport avec l'authenticité, etc. Alors là, il faut parler de l'ami, parce que voilà, dans philosophie, il y a philo. Et philo, c'est donc aimer, être ami. Et donc, il va y avoir toute une réflexion sur l'ami, qu'ils appellent un personnage conceptuel. Ils disent ami est un tel personnage conceptuel, donc. Et c'est ce qui fait qu'il y a une origine grecque de la philosophie. Parce que
on verra que c'est politique, mais c'est-à-dire que les hommes libres se présentent comme des amis qui vont être donc en rivalité les uns avec les autres. Et donc c'est là l'origine grecque de la philosophie. Donc dans cette peut-être qu'on pourrait appeler ça enfin dans une structure de la société grecque qui fait de l'amitié quelque chose de très important. Mais ah oui, j'ai vu ce livre. Il y a un livre là, qui est sorti là-dessus. Mais oui, mais justement, voilà, c'est comme ils se disent, comme ils disent, il y a des doutes sur l'amitié. C'est à l'amitié de concilier l'intégrité de l'essence et la rivalité des prétendants. Parce que voilà, les amis se prétendent tous à la philosophie, à la politique, à l'art du bois, etc. Et donc ils sont rivaux. Et voilà, est-ce que donner toute cette importance à l'amitié, c'est pas une trop grande tâche pour l'amitié? Parce que, enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Après, il parle de Maurice Blanchot et qui donne aussi une grande place à l'amitié dans la philosophie, en tant que c'est une détermination transcendantale. C'est-à-dire, c'est pas l'idée qu'il faut avoir un ami pour philosopher, qu'on philosophe entre amis, etc. Mais c'est la notion d'amitié qui est nécessaire pour penser, voilà. Donc, Maurice Blanchot invente de nouveaux personnages conceptuels, plus du tout grecs. Je ne sais pas si vous avez lu un peu Maurice Blanchot, mais c'est des gens, les amis, c'est des gens qu'ils ont fatigués, et justement ils ont besoin de cette fatigue pour penser, mais plus ils sont fatigués, plus ils sont proches de penser, mais en même temps ça leur rend difficile de penser. Donc on peut lire Blanchot d'une manière un peu très crépusculaire, etc. Moi j'ai beaucoup lu ça comme ça, mais on peut le lire aussi, c'est René Scherer qui m'avait montré ça, qu'on peut le lire en s'en amusant. Ça peut être humoristique, le dialogue des dieux fatigués qu'il y a au début de l'entretien infini, parce qu'ils se disent tout le temps que je suis fatigué, etc. Et plus ils sont fatigués, plus ils pensent, mais plus c'est difficile, etc. Donc ça peut être drôle. Alors, donc là, ils disent tout bonnement que Nietzsche a déterminé la tâche de la philosophie quand il écrivit « Les philosophes ne doivent plus se contenter d'accepter les concepts qu'on leur donne pour seulement les nettoyer et les faire reluire, mais il faut qu'ils commencent par les fabriquer, les créer, les poser, et persuader les hommes d'y recourir. Jusqu'à présent, somme toute, chacun faisait confiance à ces concepts comme à une eau miraculeuse venue de quelque monde également miraculeux. » Et donc, y a un... Et alors, Platon
il y a un anti-platonisme de Nietzsche, parce que Platon disait qu'il fallait contempler les idées, mais il a fallu d'abord qu'il crée le concept d'idée. Ça, l'idée, c'est une idée, ça se contemple pas, ça se crée d'abord pour Nietzsche et après pour Deleuze et Guattari. Alors que pour Platon, ça se contemple plutôt. Mais comme ils disent, Platon a bien dû créer ce concept d'idée, et on va voir d'ailleurs à quoi ça sert ce concept d'idée un peu plus tard. Alors là, à partir de cette page, ça devient assez polémique, quoi. C'est-à-dire, la philosophie se bat un peu contre ses rivaux dans cette introduction. La philosophie, enfin, ils disent, nous voyons au moins ce que la philosophie n'est pas. On ne voit pas forcément ce qu'elle est, parce qu'on a dit que c'était créer des concepts, mais voilà, qu'est-ce qu'un concept, etc. Mais on voit ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas contemplation, ni réflexion, ni communication. Même si elle a pu croire être tantôt l'un, tantôt l'autre, en raison de la capacité de toute discipline à engendrer ses propres illusions et à se cacher derrière un brouillard qu'elle aimait spécialement. Donc, contemplation, réflexion, c'est ce que la philosophie a pu croire qu'elle était avant. Mais communication, c'est l'illusion actuelle. Alors je sais pas, moi je connais pas Habermas, mais je crois qu'il y a une philosophie de la communication chez Habermas, et donc je pense que c'est un trait de Deleuze et Guattari contre tout ce qui est philosophie de la communication. Alors, et donc là j'insiste surtout quand même sur la communication, puisque c'est l'actuel. Ils disent l'idée d'une conversation démocratique occidentale entre amis n'a jamais produit le moindre concept. Elle vient peut-être des Grecs, mais ceux-ci s'en méfiaient tellement et lui faisaient subir un si rude traitement que le concept était plutôt comme l'oiseau soliloque, ironique, qui survolait le champ de bataille des opinions rivales anéanties, les hôtes ivres du banquet. Donc si vous avez lu le banquet, le concept, voilà, comme un oiseau qui survole en parlant tout seul, soliloque. Ce n'est pas une question de... Et on verra que sans doute que ça implique toute une conception de la politique et en particulier de la démocratie de Deleuze et Guattari. Donc le concept, ce n'est pas des universaux, les concepts ne sont pas des universaux, mais des singularités pour eux. Et il donne même le premier principe de la philosophie. D'abord, on a vu la tâche de la philosophie avec Nietzsche. Et maintenant, le premier principe, donc c'est ambitieux quoi, comme texte, même si on peut prendre ça avec humour peut-être, etc. Mais le premier principe de la philosophie est que les universaux n'expliquent rien, ils doivent être eux-mêmes expliqués. Alors bon, n'ayant pas la culture philosophique de Deleuze et Guattari, je ne peux pas dire quelle philosophie cela touche exactement,
Mais je pense que c'est des traits. Des traits comme on lance des flèches, quoi, pour se battre quand même contre un état de la pensée actuelle, quoi. Donc je ne sais pas exactement quelle philosophie ça touche, mais bon. Donc après il parle de baptiser le concept et pourquoi on lui donne parfois le nom une notion enfin déjà existante, ou parfois on invente des mots, comme eux ils ont inventé le concept de déterritorialisation. Donc il parle d'un goût proprement philosophique pour baptiser les concepts, un goût proprement philosophique qui procède avec violence ou avec insinuation et qui constitue dans la langue une langue de la philosophie, non seulement un vocabulaire, mais une syntaxe atteignant au sublime ou à une grande beauté. Et on revient toujours à la question de savoir à quoi sert la philosophie, à quoi sert-il de créer des concepts, toujours de nouveaux concepts. Alors, ensuite, ils vont parler de Platon et en fait de à quoi sert son concept d'idée. Donc, il va y avoir plusieurs disciplines, donc la médecine, la politique, la philosophie, etc. Et il va y avoir plusieurs personnes qui vont se prétendre les amis de cette discipline. Ou, se prétendre maître en cette discipline, finalement. Donc c'est dans Platon, je pense que je ne saurais pas le dire très bien, mais là il y a beaucoup de prétendants qui se présentent comme l'ami de l'homme, le paysan qui le nourrit, le tisserand qui l'habille, le médecin qui le soigne, le guerrier qui le protège. Voilà, ça c'est un exemple très classique en philosophie. Et l'idée va être en fait une sorte d'idéal que personne ne peut réaliser. Par exemple, Deleuze donne cet exemple. Le concept de mère, c'est la mère qui n'est que mère et qui n'est pas, par exemple, fille de quelqu'un. Donc on voit que c'est un idéal, mais en fait, ça permet de voir les prétentions des prétendants et de voir qui est le plus proche de cette idée. Et donc, ça va permettre de mettre un terme à cette guerre des prétendants. Et donc il y a en politique c'est très culminant, parce qu'en politique n'importe qui peut prétendre à n'importe quoi. Donc c'est la foire d'empoigne.
Et donc Platon veut remettre en ordre ces disputes grâce aux idées. Et la rivalité culmine avec celle du sophiste et du philosophe. Voilà, la rivalité culmine avec celle du philosophe et du sophiste qui s'arrachent les dépouilles du vieux sage. Mais comment distinguer le faux ami du vrai et le concept du simulacre ? Le simulateur et l'ami, c'est tout un théâtre platonicien qui fait proliférer les personnages conceptuels en les dotant des puissances du comique et du tragique. Alors on voit que Deleuze et Guattari connaissent bien Platon, bien qu'ils soient anti-platoniciens. Ils en ont une connaissance aiguë et peuvent même en proposer une nouvelle page d'histoire de la philosophie sur Platon. Bon, ils n'ont pas écrit un livre sur Platon, mais ils ont une conception de Platon qui se défend. Alors, donc on a vu que le sophiste était rival du philosophe, mais plus près de nous, il y a de nouveaux rivaux. Alors, d'abord les sciences de l'homme, notamment la sociologie, puis l'épistémologie, la linguistique, ou même la psychanalyse et l'analyse logique. Donc ça, c'est les nouveaux rivaux. Et maintenant, on en est à l'informatique et au marketing. Enfin, c'est ce qu'explique Deleuze et Guattari. Donc il y a une progression et les rivaux deviennent de plus en plus insolents, en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand ils expriment... les rivaux deviennent de plus insolents. Oui, il dit que même Platon n'aurait pas imaginé des rivaux aussi calamiteux, etc. Et une phrase assez extraordinaire, c'est « Enfin, le fond de la honte fut atteint quand l'informatique, le marketing, le design, la publicité, toutes les disciplines de la communication s'emparèrent du mot concept lui-même et dirent « C'est notre affaire, c'est nous les créatifs, nous sommes les concepteurs ». C'est nous les amis du concept, nous le mettons dans nos ordinateurs. Alors ça, c'est assez incroyable. Et donc, il faut voir ça avec humour, mais c'est un humour de combat. Ensuite, je passe un peu. Il y a un passage sur le rire philosophique. Des fous rires qui emportent ses larmes à la philosophie, parce que finalement, comme dit Deleuze, ce que les les publicitaires appellent concept, ce n'est pas la même chose que ce que les philosophes appellent concept, quoi. Et justement, c'est un peu le but, au moins de la première partie de ce livre, qu'est-ce qu'un concept, d'essayer de montrer que c'est pas la même chose. Et quand ils disent les concepts sont des aérolites plutôt que des marchandises, aérolite, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui est... Ah, voilà. Ah, d'accord, des météorites. Et ben alors, c'est dans l'idée de Nietzsche qui dit que les philosophes sont comme des gens qui lancent des flèches et qu'après, il faut ramasser la flèche et la relancer plus loin, etc. C'est une conception... un peu assez épique en fait de la philosophie, moi je sens un certain marxisme de Deleuze et Guattari dans cette fin d'introduction, parce que y a toute une idée sur la marchandise, les seuls événements sont des expositions et les seuls concepts des produits qu'on peut vendre. Donc il y a
c'est pas par hasard en fait que voilà qu'il y a que maintenant les gens appellent concept autre chose que ce que fait la philosophie, quoi. C'est en rapport avec le développement du capitalisme, quoi. Et voilà, et pour finir, il parle des post-kantiens. Hegel, par exemple, qui a fait une encyclopédie du concept. Donc on voit dans Hegel que les concepts s'enchaînent les uns avec les autres pour former une sorte d'histoire de la pensée humaine, qui pour Hegel en fait est une manière pour l'esprit pour soi, non, dans soi, c'est-à-dire étant l'esprit mais ne se connaissant pas lui-même, de devenir pour soi, c'est-à-dire se connaître lui-même. Et donc c'est avec la philosophie de Hegel, pour Hegel, que finalement on achève cette histoire de la pensée. Ce qui fait que d'ailleurs dans Hegel, il y a toute une conception de la fin de l'histoire, puisque les concepts étant tous pensés, et l'esprit en tant que l'état étant apparu, il ne peut pas y avoir de... C'est la fin de l'histoire, c'est pas que l'histoire... c'est pas qu'il se passe plus rien, mais c'est que tous les concepts, toutes les notions, tous les concepts sont déjà pensés pour Hegel. Et donc il y a une sorte d'encyclopédie qui finit et voilà, donc il n'y a plus vraiment de raison de faire de la philosophie après Hegel, en fait, quand on est hegelien. Mais, enfin, je ne sais pas exactement, mais... Mais donc, il y a 3 âges du concept pour Deleuze et Guattari. Donc, l'encyclopédie, la pédagogie, qu'ils vont préférer, ils vont faire la pédagogie du concept. Et je vous lis la dernière phrase. Comment ? Le troisième, c'est la formation professionnelle. Voilà. Et la dernière phrase conclut de l'introduction qui est drôle. Si les 3 âges du concept sont l'encyclopédie, la pédagogie et la formation professionnelle commerciale, seul le second peut nous empêcher de tomber des sommets du premier dans le désastre absolu du troisième, désastre absolu pour la pensée, quels qu'en soient bien entendu les bénéfices sociaux du point de vue du capitalisme universel. Donc